Bonjour à tous, bienvenue. Nous arrivons donc à terme de ces 3 jours de webinaire, donc du Festival des Deep Tech de Systématique, avec les 30 sujets donc liés à la Deep Tech. Je me présente rapidement, je suis Monsieur Daniel Vert, je suis le coordinateur du Hub Advanced Engineering and Computing chez Systématique. Et aujourd'hui, nous allons parler de modélisation au service de la société depuis 1930. Je vous rappelle quelques infos pratiques, qu'il faut utiliser le chat pour échanger entre vous. Et pour interroger les intervenants, on va dans l'onglet questions. Voilà, je vais laisser la parole donc à Tantri, qui est ingénieur R&D simulation et modélisation chez Carnot. Tantri, c'est à toi. Bonjour, merci beaucoup Daniel. Voilà, l'idée avant qu'on commence la table ronde, c'est de faire un petit tour sur qu'est-ce que la modélisation, comment elle est appliquée aujourd'hui dans la société. Voilà, on va avoir beaucoup d'exemples qui vont nous aider à comprendre justement comment marche la modélisation. Alors, je vous propose de commencer vraiment par la définition tout bête qu'on va aller chercher dans le Larousse, qui dit que la modélisation, c'est une représentation schématique d'un processus, d'une démarche raisonnée. Et quand on regarde dans le Larousse, il y a, je crois, environ 15 définitions. Donc, ne pas confondre avec les modèles qu'on retrouve dans un défilé de mode ou les petites choses comme les modèles d'avions qu'on fait voler. Alors, on voit ici un peu le concept de représentation, de conceptualisation de n'importe quoi. Et c'est très souvent utilisé en sciences pour justement représenter les phénomènes, représenter ce qui se passe dans la vie réelle. Et grâce à ces modèles, on va être en mesure de plus facilement justement comprendre ce qui se passe, définir les phénomènes, quantifier, par exemple, je prends l'exemple des populations, visualiser quelque chose qu'on ne voit pas, par exemple des atomes, ou même aujourd'hui simuler, aujourd'hui qu'on fait beaucoup avec la puissance de calcul qui est disponible. On va pouvoir simuler des physiques, simuler des états et créer des designs euh, qui pourront être performants dans la réalité. Lorsqu'on dit qu'on va modéliser, on n'est pas obligé d'avoir une représentation exacte de la réalité. On peut très bien se contenter d'une approximation, d'une simplification. Je donne l'exemple, par exemple, des lois de Newton, qu'on connaît depuis quelques centaines d'années, et qu'on utilise pour calculer les forces qui agissent sur les objets, que ce soit une bouteille d'eau, une table ou même une planète. Voilà. Les lois de Newton, c'est une certaine approximation de ce qui se passe vraiment, parce que Einstein nous a montré euh, dans les années 1900 qu'il y avait une théorie un peu plus générale. Euh, voilà, aujourd'hui, même aujourd'hui, on continue à utiliser les lois de Newton à notre échelle et ça marche très bien. Voilà, en parlant de scientifiques, on pourrait regarder un peu l'historique des modèles qui ont été développés au travers des années. Très rapidement, on a essayé de comprendre comment marche la nature autour de nous. Voilà, si on remonte dans le temps d'Archimède, on avait des bateaux, mais on se demande un peu comment le bateau réussit à flotter sur l'eau. Même si on y pense aujourd'hui, c'est pas nécessairement très intuitif. On va essayer de faire un modèle, d'essayer de calculer que des forces, que l'eau ou le liquide va exercer des forces sur l'objet. Très rapidement aussi, on a aussi essayé de comprendre notre place dans le monde, dans l'univers. Au début, on voyait bien que voilà, avec le cycle du jour et de la nuit, qu'il y avait le soleil qui tournait autour de nous. On a développé un modèle qu'on appelle géocentrique, avec la Terre au centre de l'univers. Et au fur et à mesure de nos observations, des calculs, voilà, des scientifiques qui sont passés, on s'est rendu compte que ce n'est pas la Terre qui est au centre de l'univers ou du système solaire, mais plutôt le Soleil. On a aussi créé des atomes pour essayer de comprendre la matière autour de nous. Si on regarde juste la matière comme ça, on voit que c'est un milieu continu.
On ne pense pas nécessairement que la matière est composée de petites particules avec beaucoup de vide autour. Alors, au fur et à mesure des expériences, on a vu qu'il y avait des particules qui existaient comme les électrons, les protons, les neutrons, et on a réussi à construire un modèle des atomes. Et aujourd'hui, on pousse encore plus loin, on a vraiment un modèle standard de l'univers avec des particules fondamentales, voilà, des électrons, mais même à l'intérieur des protons et des neutrons, on va modéliser ce qu'on appelle des quarks, et ainsi de suite. Alors, pourquoi on va modéliser? Voilà, trois raisons pourquoi on veut créer des modèles. D'abord, pour travailler notre intuition. Voilà, on observe le monde autour de nous et on a certaines intuitions et on veut mettre ces intuitions sous la forme de schémas, de concepts, de modèles, et toujours à partir d'informations. Parce que, comme je dis, on va observer, on va avoir des informations. Si je prends l'exemple, par exemple, la modélisation des courants océaniques, on va avoir besoin de savoir la localisation. Est-ce que je me retrouve au milieu de l'Atlantique ou je me retrouve plutôt proche d'une côte et proche d'une rivière? Je vais modéliser à partir des conditions, quelle est la vitesse du vent autour du point où je me situe, quelle est la profondeur de l'eau, voilà, tous ces paramètres qui vont influencer le modèle. Et à partir de tout ça, je vais pouvoir le créer. Une fois que j'ai créé le modèle, ben, c'est très puissant parce que je vais pouvoir changer les conditions et prédire aussi ce qui va se passer avec des conditions différentes. Par exemple, si je reprends mon modèle de courant océanique, ben, je peux modifier la vitesse des vents, le jour, la nuit, et tout ça pour me donner une autre valeur de courant. Je peux également créer des modèles pour faire des connexions, créer des hypothèses sur un troisième point à partir de 2 points existants. Je donne l'exemple des pandémies. Au début de la pandémie, si on voit que dans un village, il commence à avoir des malades d'une certaine maladie, et dans un deuxième village, il y a également aussi des malades, ben, on peut créer un modèle de propagation du virus, des maladies, pour essayer de retrouver l'épicentre et le patient zéro qui est peut-être dans une troisième ville à mi-chemin des deux villages. Et finalement, on peut utiliser le modèle pour prédire, parce qu'on n'a pas accès à tous les milieux, les conditions ou même les périodes. On peut observer aujourd'hui les montagnes, les roches, pour essayer de comprendre comment la Terre s'est formée. Et si je reprends l'exemple de l'astronomie, aujourd'hui, le plus loin où on est allé pour les hommes, c'est la Lune. Et après, on a envoyé des sondes sur Mars et jusqu'au-delà du système solaire, mais on est quand même capable, grâce à nos observations et nos modèles, de comprendre ce qui se passe au niveau des galaxies ou au niveau des systèmes qui sont aujourd'hui à des années-lumière de la Terre. À la base, il faut quelque chose pour modéliser tout ça, et très souvent, ça va être les mathématiques. C'est vraiment le langage de base. Avec des équations, on va pouvoir modéliser, créer des liens, des causes, des corrélations. Et les mathématiques vont être la base de modèles dans vraiment beaucoup de secteurs. Par exemple, les mathématiques appliquées, qu'on a discuté dans les sciences de la nature pour représenter des phénomènes. Si je prends par exemple les fluides autour de nous, ben, on va avoir un système d'équations très très complexe avec beaucoup de variables qu'aujourd'hui on ne peut pas résoudre, mais qu'on peut par contre simuler. Ensuite, en ingénierie également, on va avoir une base mathématique pour faire nos designs. Et ça va au-delà des sciences de la nature, on va aussi dans les sciences sociales, comme l'économie, on va utiliser également des modèles mathématiques. En ingénierie, pour créer un design, il faut d'abord comprendre les physiques du monde dans lequel on vit. Et une fois qu'on a un peu compris ces physiques, on peut modéliser ces physiques avec des modèles analytiques, donc, quelques équations assez simples ou assez complexes, qu'on va utiliser pour travailler notre intuition de design et donner une direction à notre design. Par contre, ces modèles-là, ils sont souvent très simples. Je donne l'exemple d'une aile d'avion.
l'équation qui permet de calculer la portance, la force qui permet de faire voler l'aile ou l'avion, elle est assez simple, mais elle ne va pas nous aider à vraiment créer une aile performante qu'on retrouve sur les avions de ligne aujourd'hui. Et en contrepartie, si on veut vraiment résoudre directement les équations de fluide pour comprendre ce qui se passe sur l'aile d'avion, c'est beaucoup trop difficile. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des simulations numériques. On va créer un équivalent digital avec des modèles physiques en arrière, quelque peu simplifiés, et on va pouvoir voir comment notre design il interagit avec la physique et les forces autour. C'est un processus assez intéressant parce qu'on va partir du modèle analytique, on va faire des premières simulations et les résultats ne seront pas toujours les bonnes et, et, et on va devoir itérer jusqu'à temps de trouver vraiment le design optimal de l'objet. On va également avoir des modèles économiques, vraiment pour modéliser toute l'économie mondiale ou au niveau d'un pays. Par contre, ça va être des modèles assez simplifiés parce qu'il y a énormément de facteurs qui vont influencer une économie, que ce soit les individus, les entreprises, les ressources, les politiques, peut-être de la géographie, des lois, ou même des facteurs carrément aléatoires qu'on ne peut pas contrôler. On va utiliser ces modèles-là vraiment pour prédire l'activité économique. Voilà, dans quelques temps, comment va être la croissance, la décroissance, tout ça. Les gouvernements peuvent utiliser les modèles économiques pour proposer des politiques. Par exemple, si on arrive en récession, on va proposer des lois pour essayer de... Ouais, je suis pas un expert en économie, mais peut-être jouer avec le taux d'intérêt, tout ça. Et même au niveau des entreprises, la gestion des budgets, tout ça, on va avoir des modèles. En termes de marché, on a beaucoup aussi de modèles mathématiques pour calculer les cours de marché, pour essayer de connaître le prix d'une action dans quelques jours, dans quelques semaines, dans quelques mois. Pour ce faire, on va faire ce qu'on appelle des simulations Monte Carlo ou utiliser le modèle de Black-Scholes qui est une équation pour prédire le prix d'une action. L'intelligence artificielle, c'est très intéressant parce que c'est un sujet très à la mode aujourd'hui. L'intérêt de l'intelligence artificielle, c'est justement de créer un modèle qui sera un peu autonome et qu'on pourra réutiliser pour faire plusieurs tâches. Souvent, c'est des logiciels, et des logiciels qui vont schématiquement être très proches de ce qu'on retrouve dans les neurones, dans le cerveau, avec des connexions neuronales. Souvent, pour créer ce modèle-là, on va mettre en entrée beaucoup de données, que ce soit des milliers de photos, des milliers de textes, d'articles, et le modèle va utiliser ces données-là pour peaufiner à l'intérieur son propre modèle. Plutôt, l'intelligence artificielle va utiliser ces données-là pour peaufiner son propre modèle. Si je donne l'exemple d'une intelligence artificielle pour reconnaître les chats et les chiens, on va mettre en entrée une photo de chat, on va lui dire ça c'est un chat, on va lui mettre en entrée une photo de chien, on va dire ça c'est un chien, et au fur et à mesure, il va être capable de reconnaître, de faire la différence ou de dire c'est aucun des deux. Aujourd'hui, on a plusieurs types de modèles en intelligence artificielle. Les modèles de langage, comme ChatGPT, qui va se baser plutôt sur des textes, des articles, tout ça. Il va apprendre pour être capable de recréer lui-même des textes ou des articles selon ce qu'on lui demande. Les IA de vision, c'est ce qu'on a mentionné, des chats, chiens ou IA capable dans les voitures autonomes pour reconnaître l'environnement autour. On a aujourd'hui des IA qui sont capables de faire du code, et qui sait dans l'avenir ce qu'ils vont faire. Finalement, l'environnement, c'est un enjeu très important aujourd'hui. On va pouvoir modéliser le climat aujourd'hui avec le réchauffement climatique, essayer de comprendre si la température terrestre augmente d'1,5 degré ou de 2 degrés, quelles seront les conséquences, par exemple sur la montée des eaux, sur les catastrophes naturelles, tout ça. Au niveau des écosystèmes, des populations, météorologie, façon de modéliser l'environnement pour essayer soit de prédire ou de comprendre comment la nature fonctionne.
Et finalement, voilà, aujourd'hui, depuis les années 1900-1930, on a vraiment un gros boom au niveau de la modélisation, surtout avec l'arrivée des ordinateurs qui nous offrent énormément de puissance de calcul pour, euh, pour modéliser, pour faire des simulations numériques. Voilà, c'est un impact positif, bien sûr. Ça permet de préciser notre compréhension du monde. Si je reviens aux équations de fluide, des fois, on va simuler directement certains fluides pour comprendre ce qui se passe, sans nécessairement être avant euh, l'avoir observé ou voilà, de l'avoir vu dans le monde réel. Ensuite, comme on mentionnait en ingénierie, on va utiliser les modélisations et les simulations pour créer des nouveaux designs et également optimiser les designs qui sont existants aujourd'hui. Par contre, plus on utilise de ressources pour modéliser et simuler, plus je me suis mal pris, désolé. En fait, vu qu'aujourd'hui, on va beaucoup plus simuler et beaucoup plus modéliser, on va utiliser énormément de ressources. Si je prends par exemple l'IT, aujourd'hui, c'est près de 9% des émissions euh, de CO2 dans le monde. Et, euh, et faut faire attention, même s'il y a des impacts positifs, de voir le côté en arrière négatif d'utilisation de ressources. Et également, plus on modélise, plus on fait des designs, on va aujourd'hui faire, il va y avoir une ce mot est très dur à prononcer, prolifération d'essais. On va déjà peut-être plus modéliser, mais juste vouloir tester dans le monde réel. Et cela va avoir vraiment un impact sur les ressources qu'on utilise pour réaliser ces essais. Pour la suite, j'invite Quentin à monter sur scène et de commencer la table ronde et l'animation de la table ronde. Bonjour à toutes et à tous. Quentin Lorenz, je suis le directeur des affaires publiques de Carnot, qui est un cloud provider français, souverain et autant que possible durable, connu pour récupérer la chaleur des serveurs. Et parmi de nombreux clients qu'on a, on a des clients dans la modélisation et la simulation. J'ai avec moi aujourd'hui Nouaïla, Emmanuel, Philippe et Rami, et je vais les inviter successivement à venir nous rejoindre sur scène. Je rappelle, comme l'a dit Daniel, que on est, je crois, l'avant-dernière table ronde du festival So Deep Tech, qui s'est concentré sur beaucoup de sujets techniques et moins techniques. Je remercie en tout cas Daniel et puis Laure, ainsi que toute l'équipe de Systématique de nous permettre d'échanger aujourd'hui. Alors, je vois que tout le monde est bien monté sur scène. Je vais successivement présenter chacun et puis je vous donnerai la parole individuellement pour vous expliquer un peu ce que vos entreprises font et puis votre rapport à la simulation. Alors d'abord, Nouaïla Aitali, tu es Application Engineer chez Cyperl. Emmanuel Godin, tu es le CEO de Pragmadev. Philippe Yanni, responsable R&D de Sherpa Engineering, et puis Rami Iskander, qui est le fondateur et directeur technique d'Intento Design. On a une brochette hétéroclite et experte qui va certainement nous éclairer. Merci à Tantri pour l'introduction qui a posé quelques bases. Je propose que Nouaïla commence par décrire en 2-3 minutes ce que fait Cyperl, et puis on ira comme ça successivement découvrir les entreprises de chacun d'entre vous. Merci. On ne t'entend pas, Nouaïla, tu as ton micro coupé. On ne t'entend toujours pas. On va peut-être donner la parole à Emmanuel, le temps que tu regardes peut-être tes paramètres. Emmanuel Godin. Oui. Vous m'entendez? Je vois, j'ai le carré bleu autour de mon image. Donc oui, bonsoir, bonjour. Très bien, oui, c'est cette introduction sur les modèles et les possibilités de simulation. Donc, je vais continuer dans cette lignée-là en expliquant ce que nous, on propose. Nous, on utilise deux technologies.
de modèles. Alors, une qui est pour décrire des systèmes communicants et un autre qui permet de décrire comment une organisation fonctionne. Donc, vous voyez, c'est vraiment deux choses complètement différentes, puisqu'il y en a une qui décrit le fonctionnement d'un système technique au niveau assez détaillé, parce qu'on peut presque aller jusqu'à la génération de code. Hein. Il y a pas mal de clients qui font de la génération de code. Alors qu'évidemment, quand on décrit l'organisation, on ne génère pas du code, puisqu'on décrit comment les gens s'organisent entre eux. Alors en fait, il y a un point commun entre ces deux approches, c'est justement la simulation. Alors j'utilise le terme simulation prudemment parce que parfois on peut comprendre une stimulation statistique, hein, c'est-à-dire que il y aurait des lois statistiques. Par exemple, vous dites, pour faire telle activité, je mets 3 jours. Ça, c'est un chiffre exact très précis, mais en fait, dans la réalité, vous mettez 3 jours plus ou moins 2 heures. Et vous pouvez dire, bah, c'est une loi gaussienne. Voilà. Et là, si je commence à exécuter mon modèle ou à l'animer et à tirer des lois statistiques, eh ben, j'aurai des informations statistiques qui en ressortent. D'autres personnes comprennent la simulation comme simplement de l'exécution pas à pas. Donc, voilà, c'est juste pour dire qu'il peut y avoir différentes interprétations de ça. Alors, je dirais les aspects communs qu'on a sur ces deux types de modèles, c'est qu'effectivement, on peut les exécuter, les animer pas à pas pour vérifier que le modèle est correct. Donc, quand on décrit un système communicant, c'est pour ça qu'on imagine bien que bah, si on décrit très en détail comment il fonctionne, on pourrait bien générer du code. Hein. C'est pour ça qu'il y a ce lien qui est fait assez directement. Et sur les organisations, on a travaillé, alors typiquement avec Airbus, hein, qui fait de la digitalisation de ces opérations. Hein. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du projet DDMS, Digital Design, Manufacturing and Services. Et dans ce cadre-là, donc, il formalise effectivement comment toute la R&D est faite, la fabrication est faite, comment la maintenance est faite, pour pouvoir, parce que vous savez, les projets durent sur quand on prend tout la R&D, la fabrication et la maintenance, ça peut prendre des dizaines d'années. Donc, il faut être capable de mesurer les impacts de ce qui se passe dans le système, et même suivre d'ailleurs. C'est-à-dire que là, on le fait en anticipation, parce que souvent on pense à un modèle en anticipation. Il y a quelque chose qui n'a pas, je ne crois pas, été dit, c'est que maintenant, on cherche aussi à suivre la réalité avec un modèle, hein, ce qu'on appelle le jumeau numérique. On y reviendra tout à l'heure, Emmanuel, sur cette partie-là. On en parlera tout à l'heure, voilà. Donc voilà, en gros, ce que nous on fait, du modèle fonctionnel, qui permet de faire la spécification de la conception de systèmes communicants, et du modèle organisationnel, avec des processus, la description de processus métiers et la vérification, l'optimisation des processus métiers. Merci Emmanuel, on retente notre chance avec Nouaïla. Est-ce qu'on t'entend? Vous m'entendez maintenant? Très bien. Super. Merci Quentin pour la présentation. Moi, c'est Nouaïla, je suis Application Engineer chez Cypearl. Cypearl, c'est une start-up en fait européenne, française, qui fait le premier microprocesseur pour de l'HPC, donc High Performance Computing, qui est le calcul à haute performance, et qui target normalement un premier supercalculateur exascale européen. Pour l'instant, en fait, tout ce qu'on a comme supercomputer exascale, le premier, c'est bien sûr américain, le Frontier, et le deuxième est japonais, qui est le Fugaku. Donc, en fait, l'Europe est en train de créer son supercomputer exascale. Et nous, on fait partie de ce projet-là, qui fait partie aussi de l'EPI, qui est l'European Processing Initiative, qui fait 27 partenaires. Et on fait processeur, la première génération de processeurs pour du calcul à haute performance. En fait, cette start-up aussi a fait récemment sa levée de fonds en mars, qui très récemment, en fait, de 90 millions d'euros. Et on a un certain nombre de partenaires tels que ARM. On utilise la technologie ARM. Vu que maintenant, en fait, tout ce qui est... on a pour l'instant, en fait, de l'architecture ARM qui est plutôt utilisée dans les data centers. Nous, ça sera plutôt pour la ligne HPC. Et peut-être par la suite, en fait, ça sera aussi en data center. Donc, c'est ce que fait Cypearl. Et moi, j'ai travaillé... j'étais l'une des premières à rejoindre Cypearl.
Et j'ai travaillé en équipe R&D en tant que designer et en tant que vérification. J'ai aussi fait de l'émulation, d'où en fait je vais parler aujourd'hui du coup de la modélisation et de l'émulation dans notre secteur qui est le hardware, qui est la microélectronique. Et maintenant, je suis application engineer. Je m'intéresse plutôt à des benchmarks de processeurs avec d'autres solutions et de notre solution. Donc voilà un peu. Merci bien. On aura donc le volet plutôt hardware avec toi, Noaïla. Je donne la parole à Philippe pour nous présenter Sherpa en quelques mots, de la même manière que nos collègues, c'est-à-dire concis et précis, n'est-ce pas? On va essayer, on va essayer. Bon, donc Sherpa Engineering, bon, c'est une société de services spécialisée en ingénierie système, en modélisation numérique et en contrôle commande. En fait, pour illustrer un peu, Sherpa a existé lorsque PSA, à l'époque, s'est lancé dans les véhicules hybrides. Et là, il était inutile de demander en fait à un conducteur qui a déjà du mal à conduire une voiture normale de piloter deux moteurs directement. Donc, il a fallu mettre des algorithmes de pilotage automatique, donc prendre un peu la main à la place du conducteur. Donc, c'était un de nos premiers travaux. Un de nos premiers travaux, c'est faire des algorithmes, des modèles d'algorithmes qui y ont pour vocation d'aller en embarquer en finale sur le véhicule. Mais pour faire ça, il faut les tester, il faut les évaluer, il faut les imaginer. Et là, il fallait en fait faire des modèles de la chaîne de traction en fait dans les véhicules. Donc ça, c'est un peu la première grosse partie de modélisation qu'on fait à Sherpa, c'est la modélisation qu'on appelle mécanistique ou multiphysique, qui permet de reproduire ce qui a été présenté tout à l'heure, en fait, les équations les premiers principes, les deuxièmes principes de la dynamique, etc. Puis petit à petit, avec la modification en fait des systèmes, on est arrivé au système autonome qu'on commence à voir de plus en plus évoluer en fait un peu partout. Et dans les systèmes autonomes, ce qui est apparu utile, c'est l'utilisation de l'intelligence artificielle avec la modélisation, ce qu'on appelle un peu les data models, donc modélisation de données, des modèles de données, qui sont intéressants. Pourquoi dans ce cas-là? C'est parce qu'il est très difficile de mettre des équations derrière l'image de l'interdit de stationner ou derrière l'image de 50 km/h. Et donc là, en fait, impossibilité de mettre des équations, mais grande possession de data disponible, d'où l'IA qui est intéressante. Et dernièrement, en fait, pour converger, maintenant, en fait, de plus en plus, on essaie de faire des modèles hybrides qui mixent les deux, qui utilisent les connaissances équationnelles, je dirais, lorsqu'on en a, et qui utilisent de l'autre côté les data lorsqu'on a pour faire des systèmes un peu plus intelligents et complexes. Voilà en quelques mots en fait la présentation de Sherpa avec des applications dans l'automobile, dans l'aéronautique, tout ce qui est un peu transport en fait, ferroviaire, spatial, et une diversification dernièrement vers la robotique agricole. Voilà. Merci Philippe. Et puis pour clore le panel, Rami, à toi la parole pour décrire à ton tour ton entreprise. Oui, bonjour. Donc, je m'appelle Rami Iskander. Je suis le fondateur d'Intelco Design et je suis également enseignant-chercheur à la Sorbonne Université. Je suis intéressé particulièrement pour la microélectronique, pour les systèmes nanométriques, l'utilisation de la modélisation pour la conception, la vérification et la simulation rapide de ces systèmes en fait. Aujourd'hui, on utilise des simulateurs qui existent depuis une quarantaine d'années. Les simulateurs n'arrivent pas à franchir le pas d'aller beaucoup plus loin dans la simulation à cause de la façon dont ils ont été modélisés. Donc aujourd'hui, on a trouvé des moyens, on construit des modèles qui sont des modèles structurés. Ça veut dire, si on compare par exemple comment l'humain résout un problème que l'ordinateur, comment il la résout, on trouve que l'humain peut résoudre le problème sans la complexité des calculs de l'ordinateur et de façon structurée. Toujours, l'humain arrive à résoudre le problème de façon structurée. Et c'est ça qui a attiré notre attention. Donc aujourd'hui, on crée des modèles qui sont basés sur la connaissance, qui peuvent prendre l'expérience humaine dans la conception d'une puce et qui peuvent construire automatiquement le processus formel de la même puce.
Donc, au bout de quelques secondes, on a toutes les étapes de calcul qui sont structurées. Et une simple exécution des étapes de calcul nous permet de trouver tous les tailles des transistors dans un système, en fait. On arrive aussi à simuler le système avec de la même vision structurée. On peut créer aujourd'hui des graphes structurés qui ont la notion du temps et qui permet de simuler de façon structurée un système, en contraire de la résolution simultanée des simulateurs actuels. Je peux aller plus loin que dans on a un deuxième produit même qui arrive à structurer la connaissance qui est dans les éléments finis, par exemple. Aujourd'hui, par exemple, on fait des éléments finis, mais beaucoup plus rapides que les simulations TCAD. On est 10 000 fois plus rapide parce que on arrive à structurer la forme du système. Et quand on le passe de cette forme structurée, on peut plus rapidement utiliser des simulateurs standards, pas le T4, pour simuler la même chose. On arrive à des erreurs de 10 à 20% de T4, par exemple, mais on capture toujours les phénomènes physiques qui nous intéressent, en fait. Donc voilà, donc ça c'est notre système. Donc on peut dire que c'est une forme d'IA, mais basée sur les graphes structurés, pas sur des données. Très bien, merci Rami. Alors, première question qui s'adresse à tout le monde. Je pense qu'il y a eu des éléments qui ont été donnés par chacun et chacune d'entre vous. Quels sont les gains, et Tantri l'a dit dans son introduction aussi, quels sont les gains principaux que permettent la modélisation et les simulations aujourd'hui? Rami vient de dire qu'il y avait qu'on allait 10 000 fois plus vite, donc j'imagine qu'il y a une question de temps, peut-être une question d'économie. Est-ce que vous avez, vous, dans les cas d'usage que vous avez rencontrés, des illustrations très concrètes de ce que ça a permis de gagner ou de fiabiliser peut-être pour certains de vos clients? Le premier qui répond peut se lancer. Je peux donner un petit exemple concret. Pour ST, par exemple, on a réussi à doubler la production d'une puce dans 3 semaines. Ils nous ont accordé 3 mois de temps, mais nous, au bout de 3 semaines, on a réussi à doubler à couper par 50% la surface de la puce, en fait. Donc, on a doublé sur la même die, sur le même wafer, la même puce, en fait. Donc, c'est le temps qui s'inscrit en cours, finalement. Donc, moi, je dirais que le gain peut être relativement varié parce que les modèles ont en général un objectif. Donc, si par exemple l'objectif c'est de vérifier la fiabilité ou la sécurité d'un système, le gain apporté c'est plus de sécurité ou peut-être un label ou peut-être une certification. C'est pas forcément directement des espèces sonnantes et trébuchantes, comme on dit. Mais bon, c'est vrai que globalement, si on fait un modèle, c'est pour simplifier les choses. Hein. C'est s'abstraire de la complexité de la réalité pour atteindre un objectif. Je dirais que pour moi, le premier objectif du modèle, c'est quand même la communication. Typiquement, si je fais une maison, la première chose que je fais, c'est un plan. Et c'est un outil de communication entre l'architecte, le client et les différents corps de métier. Et après, on peut pousser le modèle plus loin. On pourrait peut-être faire des vérifications de structure sur le modèle. Mais dans ce cas-là, ça veut dire que le modèle va être un petit peu plus compliqué que juste un dessin informel. On va rajouter des informations relativement précises, les matériaux qu'on utilise, peut-être par où vous passez les câbles, etc. Et là, c'est vraiment un outil de communication parce qu'évidemment, on ne va pas s'amuser à monter et démonter des maisons. Ça ne se fait pas. Hein. Si la maison est mal montée, en général, elle reste comme ça et puis c'est tout. Ou alors, vraiment, c'est une catastrophe et on la démonte, mais c'est assez rare. Donc, la communication, la sécurité, oui. Côté Rami, le temps. De votre côté, Noaïla, Philippe, est-ce qu'il y a d'autres éléments qui vous paraissent bénéfiques? Ouais. En fait, moi j'ai plein d'éléments qui peuvent paraître, enfin, c'est pas qui peuvent paraître bénéfiques, mais qui sont essentiels, en tout cas en microélectronique, et c'est le sujet qui va venir en intersection avec ce que disait Rami. Mais je sais, Quentin, que tu travailles chez Carnot, par exemple, et du coup, je vais prendre l'exemple des data centers actuellement. Et un sujet qui est préoccupant, mais aussi très à la mode en ce moment, c'est le power et la consommation des data centers, ou que ce soit d'une puce électronique random ou d'un téléphone ou n'importe, mais c'est juste, j'ai dit data center pour que ça vienne un peu en contexte. Et en fait, c'est ce qu'on appelle le TCO, donc le Total Cost of Ownership. Quand j'achète un data center, un rack de data center où je calcule combien ça va me coûter,
je calcule combien ça va me coûter en argent et en consommation aussi. Donc, en fait, quand on fait une puce électronique, on fait aussi une modélisation de power qui va venir avec cette puce électronique pour que ça ne chauffe pas, pour qu'on sache quel cooling on va faire, par exemple pour le data center, quel cooling on va faire. Est-ce que c'est du liquid cooling? Est-ce que c'est du air cooling? Est-ce que c'est du cooling en fait, il y a plein de types de cooling et du coup, il faut faire une modélisation de power pour savoir quelle est l'enveloppe thermique de cette solution-là. Et ça, c'est très important, que ça soit en termes fonctionnels ou que ça soit aussi en termes de consommation et en termes de combien ça va me coûter cette solution. Donc, ça, c'est environnemental et économique essentiellement. C'est économique, oui, et en fait, et c'est aussi fonctionnel parce que si j'achète, j'ai un exemple de téléphone, un téléphone qui surchauffe, en fait, c'est un défaut de fabrication. Et en fait, dans les puces électroniques, ça, c'est très, très important. Et maintenant, en fait, on entend beaucoup parler de green data center, green cloud, greener cloud, des choses comme ça. Et en fait, ça, sans modélisation de power, c'est pas possible. On change l'architecture, on change nos solutions de telle manière à avoir en fait un compromis entre la performance et watt. Du coup, on parle plus de performance, mais on parle de performance par watt. Donc voilà, ça c'est un exemple. Très bien, merci. Philippe, est-ce que tu veux compléter la réponse? Oui. Pour moi, il faut faire attention à les modèles. C'est une question qui est assez récurrente que nous demandent les gens quand on leur propose des modèles, parce que ça coûte cher de faire un modèle. En fait, c'est très compliqué à répondre et très simple d'un autre côté. Pour une étude de données, c'est très difficile de dire bon, le modèle va vous faire gagner 50 €, 50%. Par contre, quand on fait des statistiques en fait, sur l'utilisation des modèles, et ça a été fait par Lynn Cosier et puis l'AFIS, en fait, ça montre que les modèles permettent d'augmenter la quantité de réussite des projets. Mais par contre, si le projet est mal fagoté dès le début, c'est pas le modèle qui va changer. Hein. C'est pas parce qu'on utilise des modèles. Donc, on est plus dans la méthodologie, dans la qualité, hein, dans un certain sens, dans le support à la validation, dans l'aide à la conception et tout ça pour gérer la complexité. Donc ça, c'est un peu pour moi, en fait, hein, dans les modèles qu'on utilise. C'est indispensable pour comprendre les choses, pour décortiquer, en fait, hein, la complexité. Et surtout, en fait, dans un second temps, c'est un capital. Les modèles vont être utilisés dans la capitalisation. On va mettre la connaissance qui est là-dedans, et d'un projet à l'autre, le modèle va être réutilisé. Et on est vraiment dans une notion de capitalisation qui est utilisée par les grandes entreprises en tant que telles. Aujourd'hui, les grandes entreprises cachent leur modèle, les uns par rapport aux autres, et c'est pas par hasard, en fait. C'est vraiment, en fait, un capital au sens propre du terme. Merci. On a effleuré tout à l'heure, je crois que c'est Emmanuel, la notion de jumeaux numériques. Est-ce que c'est un développement qui est souhaitable pour tous les cas de figure que vous rencontrez, ou est-ce que c'est un peu le terme à la mode que l'on essaye de transposer dans tous les secteurs parce que comme il y a un an, quand on ne faisait pas d'IA, on n'avait pas compris grand-chose. Aujourd'hui, si on ne fait pas le jumeau numérique, on est peut-être passé à côté de la réussite. Est-ce que vous avez un avis sur la question? Oui, il y a un peu de ça, oui. Forcément. Il y a un peu de ça, ouais. Mais pas que. Il y a un peu de ça, forcément, mais c'est pas inintéressant. Bah, typiquement, si je prolonge dans l'exemple d'Airbus que je prenais tout à l'heure, on comprend bien que si on décrit une organisation avec des milliers de personnes et des centaines de milliers d'activités, ce soit intéressant de se suivre au fur et à mesure où on en est. Parce que si jamais on ne suit pas le modèle qui a été prévu, on va pouvoir peut-être organiser le processus, réallouer des ressources pour corriger le problème de délai ou de coût. Donc, finalement, c'est vrai que nous, on avait démarré le projet avec eux, on était un peu surpris d'entendre parler de jumeaux numériques sur un processus, mais finalement, ça fait sens. Ça fait sens. Alors, je ne dis pas que ça fait sens partout, c'est comme l'intelligence artificielle. Je crois qu'il y a des endroits où c'est très intéressant, ça apporte quelque chose, et puis des endroits où c'est du buzzword, oui, c'est pas très pertinent.
D'accord. C'est très important dans les industries, hein. Aujourd'hui, dans les industries, c'est un use case où c'est vraiment intéressant d'introduire les gyms numériques. C'est le 4.0, Philippe? C'est le 4.0, ouais. Ouais, dans l'industrie 4.0, le numérique est très important et les jumeaux numériques sont importants parce que ça peut aider à la reconfiguration des choses, hein. Il y a des incidents qui arrivent en continu quelque part, hein, dans les industries et c'est important de reconfigurer les choses, c'est important de prendre en compte des perturbations, de minimiser l'énergie, etc. Donc ça, c'est un cas d'étude qui est très important. Après, on peut généraliser, c'est-à-dire, en fait, y compris dans le monde automobile que je commence à bien connaître, on peut imaginer avec le fait, enfin, jumeaux numériques, il y a une connectivité, hein, c'est-à-dire, en fait, il faut absolument imaginer une connectivité entre l'objet réel et le modèle de simulation qui tourne à côté. Donc aujourd'hui, les systèmes sont de plus en plus connectés, donc il y a la possibilité d'aller vers le jumeau numérique et donc de donner des services en fait, hein, de maintenance, de sécurité, finalement, à ça. Merci. Alors, on a évoqué l'intelligence artificielle. Est-ce que Rami, tu peux peut-être nous expliquer un petit peu plus avant ce que l'intelligence artificielle a apporté, vous, dans votre domaine, puisqu'il me semble que c'est un peu la plus-value que vous arrivez à générer. Est-ce que c'est par rapport à la quantité de données qui est traitée? Est-ce que c'est par rapport aux conclusions qui sont rendues, qui sont plus complexes? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? En fait, le forme standard aujourd'hui de l'intelligence artificielle, c'est d'avoir des données qui sont captées par des capteurs et puis avec des quantités malheureusement phénoménales qui sont plutôt plus exponentielles si on veut amener la précision. Et ça veut dire qu'il faut apprendre des réseaux de neurones. Nous, ce qu'on a découvert avec nos méthodes à base des graphes, c'est qu'on arrive à créer des graphes qui sont très semblables aux réseaux de neurones, donc qui ne sont pas des réseaux de neurones. Mais la particularité, c'est que ces graphes intègrent la connaissance dedans. Donc, ce qui est intéressant, c'est que on arrive à intégrer la connaissance au lieu des données dans un neurone, en fait. Donc, on peut créer un neurone qui est très intelligent et qui peut être expert dans un neurone particulier. C'est ça vraiment la différence. Donc, vous utilisez moins de données parce que vous utilisez Oui, et je pense que l'idéal en modélisation, ce qu'a dit Philippe, c'est de pouvoir faire des modèles hybrides, c'est-à-dire des modèles à base de structures, de graphes, accompagnés avec des modèles à base de données. Parce que, comme il dit par exemple dans son exemple d'imaging, on ne peut pas avoir des métriques avec des images, c'est compliqué. Mais il y a d'autres formes de graphes qui essayent de prendre des données et les classifier d'une forme un peu particulière pour donner l'illusion qu'il y a de la structuration. Donc, il faut, comme je pense que ça s'appelle des graphes de régression. Donc, ça, c'est vraiment la forme ultime d'avoir mélangé la connaissance avec les données. Parce que si on fait ça, on se débarrasse un peu de l'imprécision qui existe dans les données. Et on peut même mesurer la distance entre la physique qu'on connaît et l'erreur dans les données. Voilà. On peut faire des choses. Acquiescer, Noaïla, est-ce que c'est aussi un outil que vous avez, auquel vous avez recours chez Cyper? Moi, je parlerai plutôt en fait de la modélisation hybride dont vous parlez. C'est pas vraiment en fait. Alors, je comprends ce que vous dites. C'est plutôt lié aux mathématiques et on sait en fait depuis les années 30, au tout début de l'algèbre booléenne, on va dire en fait toutes les modélisations des circuits électroniques avec l'algèbre de Boole. Ça a commencé par là et je pense en fait, je comprends l'idée de Rami. Nous en fait, la modélisation hybride pour nous, c'est de modéliser quelque chose qui n'est pas cycle accurate, qui n'a pas de temps, avec quelque chose qui est cycle accurate, qui est plutôt un langage RTL électronique, avec un langage qui est purement software. On va venir, ça pour nous en fait, on va venir mélanger les deux avec à l'aide des canaux de communication pour en créer un modèle hybride de la puce électronique. Pourquoi on fait ça? Parce qu'en fait, je vais vous donner en fait une information peut-être combien ça coûte un tape-out. Un tape-out, c'est d'avoir en fait du silicium
ça pourrait monter jusqu'à 20 millions d'euros, 20 millions de dollars ou d'euros. Et du coup, c'est très cher de faire une erreur sur une puce électronique. Ça pourrait coûter très, très cher. Et aussi, c'est très… en fait, on ne pourrait pas l'avoir à l'instant T0. Quand on commence, en fait, l'architecture, l'exploration de l'architecture et tout, on n'a pas encore de puce électronique pour faire tourner du software dessus. Donc, on a besoin d'un modèle qui, de fur et à mesure, devient hybride, mais au début, il peut être purement software, pour modéliser la puce électronique et pouvoir faire des choses, pouvoir voir, en fait, que ce soit le niveau fonctionnel ou faire tourner du software et aussi du power. Donc, en fait, c'est un autre modèle hybride. C'est pas vraiment, en fait, ce dont vous parliez, mais en fait, c'est ça ce qu'on fait chez SIPA. Si je veux être un peu provocateur, est-ce que on réussira à déterminer une fin au fait de vouloir être toujours plus précis, toujours plus aller toujours plus dans le détail? Est-ce qu'on est toujours convaincu que les bénéfices que nous apportent les simulations sont nécessaires? Est-ce qu'il n'y a pas un moment où entre du très fin et du très très fin, c'est un peu naïf comme question, mais on aura du mal à voir le bénéfice? Ça rejoint la question qui était posée tout à l'heure. C'est quel est le gain? C'est un rapport bénéfice-coût. Donc, si ça coûte très très cher de faire une simulation qui dérisque pas grand-chose, ça ne sert à rien. Donc, effectivement, je pense que dans certains cas, on a atteint une limite de l'intérêt, voilà, de l'intérêt, hein, c'est-à-dire ce rapport-là. On a atteint la limite de l'intérêt, qu'il y a même par moment des régressions sur les modélisations qui sont un peu moins précises, parce que ça ne sert à rien, quoi, finalement. C'est pas le sujet. Hein. Je pense vraiment que ça dépend de l'industrie, ce point-là. Parce qu'en fait, pour moi, la modélisation, la simulation, ce n'est pas une option, c'est nécessaire, en tout cas, en hardware. On ne peut pas s'en passer. On peut pas, comme j'ai dit, en fait, on ne peut pas juste faire une puce électronique sans pouvoir la modéliser ou simuler son fonctionnement avant. Sinon, en fait, on va directement produire quelque chose qui coûte des millions d'euros et la jeter parce qu'en fait, c'est pas du tout, ça sera à 200% pas fonctionnel. Mais là, on parle en fait de précision. Alors, la précision, ça dépend aussi de l'industrie. Quand on parle en fait des circuits nanométriques, c'est les transistors maintenant en fait chez TSMC, on parle des technos de 7 nano, 6 nano, 5 nano. Là, en fait, la précision, elle devient très très importante parce que les erreurs, elles peuvent venir d'une poussière en fait, et ça peut venir d'une nanoseconde. Et en fait, de plus en plus, on part dans la précision, de plus en plus, on améliore ce qu'on a. Et en fait, des fois, ce n'est même pas une question d'amélioration, c'est une question de fonctionnalité ou pas. Pardon, je vais faire une petite parenthèse sur le hardware parce que le problème, il me semble… c'est que par exemple, si j'écris du VHDL pour qu'il décrit donc du hardware, en fait, je peux le synthétiser directement. C'est-à-dire que moi, je vais poser la question autrement. Est-ce que c'est vraiment un modèle? Parce que l'abstraction est relativement légère, puisqu'on a tout décrit. Donc, oui, c'est un modèle, mais très, 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 très précis. Il ne s'affranchit pas de la complexité du système. Par contre, si je fais du système C, donc qui est des bibliothèques de software pour décrire du hardware, là, je fais de l'abstraction. Bon, là, on est plus dans le modèle. Et là, effectivement, on va faire des approximations. Donc, ça coûtera beaucoup moins cher, entre guillemets, cher au sens temps de calcul, de faire de la simulation système C que du VHDL. Donc là, il y a des gens qui font du système C et pas du VHDL parce qu'ils considèrent que le coût n'en vaut pas la peine. Ouais, oui, c'est ça l'idée. Il y a toujours cette petite… ce petit hiatus par rapport à un modèle qui est très précis. Parce que, par exemple, nous, je vous ai parlé de modèles fonctionnels et qu'on pouvait générer du code. À partir du moment où on peut générer du code, il y a des gens qui nous disent c'est du code alors. Parce que finalement, le C, c'est une abstraction de l'assembleur.
L'assembleur, c'est une abstraction du langage machine, etc. Vous voyez ce que je veux dire? On est en train d'ajouter des couches. Et il me semble qu'à des moments, il y a des liens très directs. Hein. C'est-à-dire que l'assembleur vers le langage machine ou le C vers, en considérant évidemment que le compilateur marche bien, c'est une relation très, très directe. Est-ce qu'on peut dire que le C est un modèle du programme? Bah, oui, quelque part, oui. Et d'autres diront non, c'est du code. Et le code, ce n'est pas une abstraction. Vous voyez, j'essaie juste de dire, il faut qu'il y ait une simplification quelque part et qu'on mette de côté des éléments pour qu'on ait une problématique de séparation de la réalité du modèle, j'ai l'impression, non? Enfin, je ne sais pas ce qu'en pensent mes companélistes. C'est ça notre vraie contribution chez Intel. Aujourd'hui, le problème de la modélisation, c'est exactement ce que vous dites, la précision. On ne peut pas demander à un concepteur de passer des années à faire un modèle précis. Alors, ce que Intento a fait, c'est qu'elle a repris la précision des fichiers technologiques, elle les a intégrés dans les graphes, et on a la précision du simulateur aujourd'hui. Aujourd'hui, on peut créer des modèles en C avec la précision du simulateur SPICE. On peut prendre une circuit analogique et donner l'équivalent RTL aujourd'hui. Et ça, on est les seuls à faire ça aujourd'hui. C'est grâce au C++. Les langages que vous avez évoqués, ça dépend du niveau d'abstraction que vous utilisez. Si vous êtes en VHDL, vous avez le niveau de comportemental. Donc, vous décrivez comment votre système se comporte. Vous n'êtes pas même dans les composants LRTL. Vous avez aussi les niveaux structurels où vous pouvez être plus précis, comme vous dites. C'est un choix que le concepteur fait, mais en aucun cas, le concepteur va être précis parce qu'il ne peut pas prendre tous les phénomènes parasites d'un système. D'où l'intérêt de l'automatisation, de la modélisation. Et c'est un sujet aujourd'hui très à la mode, en fait. Voilà. Est-ce que Philippe, peut-être tu veux réagir sur ce point-là? Sur la précision, enfin, non, tout a été dit, en fait. Enfin, c'est sûr qu'il faut définir la précision dont on a besoin. C'est une question de performance. Après, il y a une autre difficulté, je ne sais pas qui est un peu dans le même ordre, mais c'est un peu l'infiniment petit et l'infiniment grand. Ce qu'on essaye de faire de plus en plus, c'est d'augmenter le périmètre de modélisation. Aujourd'hui, on veut essayer de modéliser de plus en plus de choses parce qu'il y a interconnexion entre les systèmes. Et pour voir comment les choses se comportent, on est obligé d'élargir le périmètre de modélisation. Alors, tout à l'heure, j'ai parlé des véhicules autonomes. Le véhicule autonome, le système est en interaction directe avec son environnement. C'est-à-dire, on ne peut pas simuler le véhicule sans simuler le passant qui traverse ou les autres véhicules qui sont dans le trafic. Donc, on voit bien qu'on n'est plus ce qui est important ici, c'est pas la précision en fait de la modélisation du véhicule, mais la nécessité d'avoir tout le trafic, donc tous les véhicules qui sont à côté, et avec un certain degré de précision qui n'est pas la même. Hein. Il y a l'ego véhicule, en fait, le véhicule sur lequel on intéresse, on va en fait zoomer dessus sur ces équations, mais les autres doivent être là. Donc on a une difficulté qui est tout autre ici, c'est plus l'environnement qui doit être simulé, qui devient de plus en plus important, de plus en plus grand. Je vois que l'heure tourne. Il y a une ou deux questions que j'ai glissées au fil de l'eau. S'il y en a, c'est le moment de les poser. Moi, j'en ai une en particulier qui reprend ce qui a été dit un petit peu, mais on a à la fois un sentiment que la modélisation et les simulations ont de plus en plus recours à une quantité importante de data center, de puissance de calcul, de HPC et donc de processeurs, ce qui veut dire qu'il y a une empreinte environnementale qui est croissante de fait. On a la possibilité d'améliorer, et je pense que Noaïla ne me contredira pas, la partie hardware. On peut améliorer les modèles aussi, comme on l'a dit. Quels sont les bénéfices qu'on peut attendre dans le domaine pour les grands enjeux de demain? On a parlé tout à l'heure de l'optimisation de la consommation d'énergie dans les data centers, c'est un cas d'usage très particulier. Est-ce que vous avez d'autres exemples de ce que les simulations pourraient nous aider à faire pour lutter contre le changement climatique, le réchauffement, la consommation d'énergie, la rareté des ressources, etc. etc. Peut-être pour avoir une note d'optimisme pour terminer. Mais comme ça a été dit à l'introduction, il y a des modèles climatiques. Donc,
c'est pareil, hein, c'est des modèles, c'est de la simulation qui nécessite énormément de calculs parce que c'est un système extrêmement complexe. Et ça, on peut le faire à tous les niveaux. On fait de la Smart City, on le fait donc de l'industrie 4.0, et puis on peut descendre jusqu'au microprocesseur. Donc, vous voyez, il y a toute la palette, hein, modélisation, simulation. On peut attaquer à tous les niveaux, et je pense qu'à chaque fois, l'objectif, c'est quand même effectivement d'être plus efficace. Donc, quelque part, c'est l'énergie et les ressources économisées. Oui, enfin, prenons un exemple, enfin, je prendrai un exemple assez pas si futuriste que ça, hein. Si on prend les énergies renouvelables, ça peut être des éoliennes, du solaire, etc. Aujourd'hui, on imagine qu'on va les stocker dans l'hydrogène. À partir de l'hydrogène, on va faire de l'hydrogène vert, on va faire du méthane vert, à partir de ça, de l'ammonium vert et tout ça. Et donc, pour simuler tout ça, hein, pour imaginer quelle est la quantité d'hydrogène qu'on va avoir à la fin ou quelle est la quantité de méthane vert qu'on va avoir à la fin, il faut avoir une idée sur ce que va être le vent ou ce que va être le soleil, à quelle heure change le vent, à quelle heure change le soleil. Donc on voit à la fois en fait des simulations qui sont micro et macro, locales au niveau du temps. Enfin, au niveau du temps, ça peut être au niveau de l'heure, voire au niveau de la journée, de l'année, etc. Donc on voit que rien que pour donner des idées sur, soyons directs, hein, la rentabilité en fait de cet écosystème, il est nécessaire en fait de simuler pour aller montrer aux financeurs. Il est nécessaire de simuler pour aller aider les gens pour la conception, hein, le dimensionnement, mais combien d'éoliennes, combien de solaire, et pour suivre les choses dans l'exploitation, pour la maintenance, etc. Donc on voit bien que la simulation, parce qu'on va vers des systèmes qui sont de plus en plus globaux, interconnectés et complexes, la simulation va être de plus en plus intéressante à utiliser. J'oserais pas dire nécessaire, parce qu'il y a des gens qui travaillent sans simulation, sans modélisation. Moi, je sais pas faire, mais voilà, je travaille sans modélisation et qui y arrivent. Donc voilà. Mais elle est bien pratique, bien utile. Je peux donner un petit exemple sur un projet qui me fait rêver un peu, que j'ai vu dans une boîte française, bien sûr une grande boîte. Ils sont en train de créer un digital twin pour l'être humain. Donc, qu'est-ce qu'il dit après? Que ce digital twin sera utilisé pour essayer les médicaments, les nouveaux médicaments sur ce digital twin au lieu de le tenter sur l'être humain, par exemple. Voilà, donc il y a différents projets qui peuvent tourner autour de ça qui m'intéressent un peu. Très bien. Peut-être pour terminer, est-ce qu'il y a un cas client justement ou un cas de R&D chez vous qui vous anime en particulier ou qui vous donne l'envie ou l'espoir au quotidien en ce moment? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudriez mettre en avant en quelques mots puisque l'heure a déjà tourné? Moi, j'avais juste une réflexion, pendant on avait parlé dans la préparation, c'était que il me semble qu'avant, on passait beaucoup de temps à réfléchir et donc à pousser les modèles de plus en plus loin, je dirais à l'extrême avant de faire quoi que ce soit. Et que maintenant qu'on a une tendance à faire des méthodes agiles, c'est-à-dire de faire des itérations et de converger vers un résultat. Alors, ce qui présente l'intérêt, évidemment, de ne pas trop savoir tous les détails de ce qu'on va faire. On ne sait pas précisément ce qu'on va faire, mais on va converger vers ça en se confrontant à la réalité. On voit aussi une tendance à avoir des modèles moins précis, voire à notre sens pas assez précis. Parce que de toute façon, à terme, il faut converger, hein. Ça n'empêche pas qu'à terme, il faut quand même avoir des choses simulables, exécutables ou traduisibles en quelque chose de concret. Et moi, je sais pas, c'est une tendance qui m'a un peu troublé, c'est que depuis le début des années 2000, hein, par là, 2005, je ne l'ai pas daté précisément, mais dans les années 80, il y avait beaucoup de langages qui sont sortis, alors surtout dans le domaine de la modélisation formelle. Beaucoup d'outils, les gens travaillaient beaucoup là-dessus. Alors justement, ils généraient beaucoup de code et tout, etc. Et puis depuis 2000, il y a eu un peu un effet inverse, quoi. Les gens font un peu moins précis. Bon, voilà, c'était une réflexion que je voulais porter. Elle n'est peut-être pas vraie dans tous les domaines. Moi, je parle de domaine.
Mais je trouve ça assez troublant, en fait. Bien reçu. Moi, j'aimerais faire un petit témoignage, parce que j'assiste à d'autres comités à l'étranger et j'ai assisté à des comités systématiques. Honnêtement, en Europe et particulièrement en France, on a une énorme opportunité d'utiliser bien l'intelligence artificielle. C'est-à-dire, les groupes en France essaient d'utiliser de l'IA basée sur la physique. Aux États-Unis, par exemple, ils essaient d'utiliser l'IA pour faire des produits basés sur les données. Donc, je pense qu'il y a une énorme opportunité en France dans ce domaine d'utiliser la physics-based AI, en fait. Ça peut ramener beaucoup de choses. Contrairement aux données que tout le monde essaie de cacher maintenant de façon affreuse partout. Donc, voilà. Philippe, Noaïla, avant qu'on boucle notre échange. Ouais, peut-être enfin, je ne vais pas prendre un exemple, j'en ai pris un qui me tient pas mal à cœur là tout à l'heure. C'est plus au niveau méthodologique, en fait. Ce qu'on essaie de travailler, c'est un peu de mettre en commun les modèles. Parce que ça, c'est une autre façon aussi de réduire les coûts. C'est arriver à mettre en commun entre les différentes entreprises des modèles. Et donc, ce qui nécessiterait de développer l'utilisation de modèles sur le cloud, l'utilisation d'interfaces entre différents modèles, différentes techniques de modélisation, travailler l'API, etc. Donc, c'est tout un chantier qui, je pense, peut être assez nécessaire pour, si on veut vraiment un peu pousser plus la modélisation, sans qu'il y ait... parce que le besoin en modélisation, il augmente de façon exponentielle, mais les ressources, on va dire, financières et humaines n'augmentent pas, elles. Et donc, il va falloir un jour passer à la mutualisation, en fait, de modèles. Et puis celle qui a commencé peut clore, si tu veux. En fait, moi, j'ai un exemple là de chez Seapearl aussi qui va peut-être... En fait, pour moi, c'est intéressant. C'est qu'en fait, est-ce que la modélisation, elle suit la simulation? Est-ce que la simulation, elle peut... Par exemple, on a des modèles en fait, qu'on fait de la puce et ces modèles-là, bien sûr, ils vont être injectés dans un simulateur. Des fois, en fait, ces modèles sont trop lourds. Alors, Emmanuel, tout à l'heure, il a parlé de système C, etc. En fait, des fois, le simulateur, il ne suit pas la taille des modèles. Donc, ça, c'est aussi un enjeu. Vu maintenant, en fait, qu'on essaie de faire de plus grandes puces, des puces pour de l'HPC, pour du data center, etc., ça implique aussi en fait avoir des modèles qui sont beaucoup plus grands, beaucoup plus qui consomment plus en fait, qui sont lourds, qui consomment du temps aussi. Est-ce que les simulateurs suivent? Donc on passe en fait à un autre level d'émulateur. On parle d'émulateur, c'est une accélération de la simulation qui vont venir aider un peu sur cette problématique-là. Donc, voilà, ça en fait, ça permet un peu d'avoir le contraste entre modélisation et simulation. Pardon, je disais que c'était très intéressant et que c'était le mot de la fin. Merci Noaïla, Philippe, Emmanuel, Rami et Tantri qui a fait l'introduction pour cet échange. Merci encore une fois à Systématique de nous avoir donné la possibilité de discuter de ce sujet très intéressant. Je crois que ça a été enregistré et que ce sera retrouvable, je ne sais pas si le mot existe, en ligne. On aura, à mon avis, le lien par les équipes de Systématique. Merci beaucoup à tous, bonne journée, bonne fin de journée aussi, et à très bientôt. Au revoir. Merci, au revoir.